Bonjour à tous, bienvenue à Amiens, sous le soleil d'Amiens. Pourquoi chercher plus loin? Le meilleur de Pourquoi chercher plus loin. Aujourd'hui, on va vous présenter des géants. Les géants des Hauts-de-France, à commencer par les cathédrales. Honneur aux dames. Derrière moi, vous la voyez, cette magnifique cathédrale d'Amiens, classée au patrimoine mondial, bien évidemment. Mais là, tout le monde la connaît, la cathédrale d'Amiens. Donc on s'est dit que ce serait bien de vous présenter celle de Beauvais d'abord. Tout simplement parce que c'est le plus haut cœur d'Europe, presque 50 mètres. Et elle n'est pas très connue, cette cathédrale. Justement, on a découvert un guide génial qui va nous expliquer plein de choses. Ensuite, direction Laon. Laon, cette cathédrale, elle a une particularité, c'est qu'il y a des animaux qui sont gravés sur sa façade. Et il y a un guide dedans qui explique cette cathédrale comme personne, notamment aux enfants. Et vous allez voir que ce qui est bon pour les enfants est bon pour les adultes. Il est extrêmement pédagogue. Ensuite, on va s'intéresser aux beffrois. Alors là, les beffrois, il y en a 23 en Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 23 beffrois, à commencer par celui de Douai. Douai, c'est le plus grand carillon d'Europe. On peut apprendre à jouer du carillon encore dans ce beffroi. Ensuite, on ira à Arras. À Arras, c'est le carillon moderne, on va dire, puisqu'il a été reconstruit en béton armé suite au bombardement de la Première Guerre mondiale. Et puis on terminera à Lille avec ce géant de Flandre, le gratte-ciel de Flandre, comme on le surnomme là-bas. C'est tout simplement le plus haut d'Europe. Voilà, pourquoi chercher plus loin? Le meilleur, générique. Et on ne pouvait donc pas commencer cette émission des géants des Hauts-de-France sans vous parler de cette fameuse cathédrale d'Amiens qui est derrière moi. Regardez ce magnifique fronton de ce géant amiénois qui se dresse derrière moi, qui a une particularité, ou plutôt deux. D'abord, celle d'être construite sur un sol incliné. Ça, c'est une des particularités de cette cathédrale. Un sol marécageux et incliné. Et au final, la cathédrale, vous le voyez, elle est parfaitement droite, 8-10 siècles après sa construction. Et l'autre particularité, c'est sa flèche. Sa flèche, elle a été plongée dans l'eau de mer. La charpente en bois a été plongée dans l'eau de mer pendant 10 ans, puis dans l'eau douce pendant 10 ans, avant d'être couverte par une grosse chape de plomb pour se dresser fièrement maintenant sur cette cathédrale. Voilà pour la cathédrale d'Amiens. Maintenant, direction Laon, dans la cathédrale de Laon, avec un fronton avec des animaux et surtout dedans, un guide exceptionnel. Il s'appelle Claude Carême, ça ne s'invente pas. Et il a une manière d'expliquer cette cathédrale aux enfants, vous allez voir, c'est tout à fait unique. C'est la première fois, en effet, à Laon, entre 1155 et 1180, où on multiplie les sculptures sur un porche. Eh bien, c'est une sorte de bande dessinée. On représente des personnages pour que les chrétiens qui passent sous le porche, eh bien, comprennent qui était la Vierge. Cela représente, en somme. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. C'est comme un livre ouvert. Et quel est le livre? La Bible, très bien. Eh bien, c'est la Bible illustrée. Et donc, les gens apprenaient en passant la Bible. Rentrons à l'intérieur. Les filles, pas froid alors? Doucement. Les murs d'une église romane sont des murs épais. Pour bien tenir, on fait des murs forts, épais. Et puis, des fenêtres. Les fenêtres, on hésitait à faire des fenêtres pour que le mur reste solide. Avec le nouvel évêque de Laon en 1155, cet évêque veut que la cathédrale monte, qu'elle aille haut, qu'elle capte la lumière. La lumière, c'est quel âge ça? C'est quel moment de l'architecture? Après le roman, c'est le gothique. Nous sommes dans le premier âge gothique. Il veut de la lumière parce que la lumière, c'est Dieu. Il veut faire pénétrer un Dieu bon, un Dieu qui assure la vie éternelle. Ça change complètement au gothique. On a une révolution. Cette élévation, elle est due à quoi? À l'arc-boutant. Incontestablement, je recherche cette âme. Je vis avec. Combien de fois dans cette cathédrale, je viens tout seul, je m'assois, je regarde les vitraux, je sens l'atmosphère de cette cathédrale et je pense à tous ces gens qui ont bâti cette merveille. Bien sûr, il y a plus beau que cela, ailleurs peut-être, mais plus jeune. Là, nous sommes au début. 1150, on innove. Il y a 900 ans, on innove. Après, 200 ans plus tard, bien sûr, ça sera plus haut.
On ira, comme à Amiens, à une nef à plus de 40 mètres de haut, bien sûr. Mais parce qu'il y a eu, avant, un architecte pour faire de très belles choses. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce qu'il y a au-dessus de nous? Ça s'appelle une croisée d'ogives. Et aujourd'hui, on va essayer de refaire ce que faisaient les bâtisseurs du Moyen-Âge. On va créer une croisée d'ogives. Allez, on est de retour ici à Amiens et je ne pouvais pas ne pas vous montrer les ortillonnages avec un soleil radieux avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Et ici au cœur des ortillonnages, j'ai choisi de vous emmener ici parce que tout simplement derrière moi, regardez, on la distingue au loin, on est à peine à 800 mètres de cette fameuse cathédrale d'Amiens construite en 1220. Et quand on est ici, donc à 800 mètres, on a une impression de gigantisme. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est tout simplement la cathédrale la plus volumineuse d'Europe. Et cette impression de gigantisme, justement, eh bien, il n'y a pas qu'à Amiens que ça se passe. Direction Beauvais maintenant, avec un guide, vous allez voir, lunettes rouges sur le nez et laser vert dans la main. C'est un véritable prof. Plein d'anecdotes sont à découvrir dans cette petite séquence. Vous êtes prêts, René, on y va? Allez, on y va. Allez, on y va, regardez. Entrez, Marie. Écoutez, je suis content qu'on visite cette cathédrale ensemble. Marie a rejoint Olivier Naudet-Langlois, qui préside l'association Beauvais Cathédrale, l'organisme qui prend soin du bâtiment au quotidien. Donc, elle a été construite quand, la cathédrale? Elle a été construite en 2 fois. La première partie de la cathédrale, qui est le chœur, a été commencée en 1225 et va avoir été achevée en 1275. C'est le chœur le plus haut du monde, le chœur en pierre. Bon, elle fait 46-48 mètres de hauteur. Sous voûte. Sous voûte. Pas au niveau du toit. Non, sous voûte. Mais 46 mètres de hauteur, c'est la hauteur des tours de 15 étages. Mais les tours de 15 étages, elles ont des planchers, elles ont des murs, elles ont des façades qui les tiennent. Ici, il n'y a rien. Ce magnifique chœur, à peine achevé, la cathédrale va subir un premier accident. Donc en 1284, seulement 12 ans après la finition du chœur, une partie du chœur s'est effondrée. Effectivement, il semble que le poids de la structure qui pesait sur ces piles, parce qu'il n'y avait qu'une seule pile sur 2, était trop important. Et donc on a été forcé de rajouter un pilier entre chacun. Voilà. Et on voit la trace de l'ancienne voûte, ici, de l'ancienne arc, et puis le pilier. Alors là, on arrive, si vous voulez, grosso modo, en 1280, 1300, on a fini le chœur, et puis il y a les guerres de 100 ans. Et on arrête tout. Et on va reprendre la construction de la cathédrale, c'est-à-dire la construction du transept, au début du XVIe siècle. Et c'est à ce moment-là où Martin Chambige va en particulier édifier cet extraordinaire pilier qui font eux aussi 48 mètres de haut. Voilà. Et qui vont marquer la croisée du transept. D'accord. Ces 4 piliers de Chambige
ont fasciné tout le monde, et en particulier l'évêque de l'époque a voulu que l'on établisse sur ces 4 piliers une tour-lanterne avec une flèche, de façon à élever la croix la plus haute de la chrétienté, de monter à 157 mètres de hauteur, si je ne me trompe pas trop. C'est-à-dire qu'on a fait une demi-tour Eiffel en pierre et en bois. Elle restera inachevée, là on voit devant nous. La nef n'a pas été construite. Voilà. Alors, je dirais qu'on dit beaucoup que la nef n'a pas été construite parce qu'il ne restait plus d'argent. Personnellement, je pense que surtout, il n'y avait plus le sentiment. On était passé du mysticisme qui a fait établir un cœur le plus haut du monde, à la Renaissance, à l'humanisme. Aller-retour à Amiens, sous le soleil, avec à ma droite, vous l'entendez et vous la voyez, Notre-Dame d'Amiens, la grande cathédrale, et puis à ma gauche, la tour Perret, en haut de laquelle on sera à la fin de cette émission. Alors ici, on est en haut du beffroi d'Amiens. Un beffroi, à l'époque, ça servait de tour de guet. Ça permet de surveiller la progression des ennemis qui souhaitaient envahir la ville. Du coup, comme le beffroi était suffisamment haut, on arrivait à voir toute la périphérie de la ville. Mais le beffroi aussi, il y a bien des carillons dedans, et notamment à Douai. Il y a un carillon qui est le plus haut d'Europe, et dans ce carillon, on peut apprendre à en jouer, au même titre que vous souhaitez apprendre à jouer du violon par exemple ou du piano, vous pouvez apprendre à carillonner. On a rencontré ce prof, le 35e carillonneur de la ville de Douai. Regardez, pendant que le drone nous fait un joli plan de ce beffroi d'Amiens. Il y a un conservatoire de région ici à Douai. Et on a la possibilité d'apprendre le carillon comme tout autre instrument. Il y a cette année une quinzaine d'élèves qui apprennent à jouer du carillon. Certains sont adultes, mais on a des jeunes enfants qui commencent assez tôt, ce qui leur permet d'atteindre un bon niveau en fin d'adolescence, on va dire. Bonjour Quentin. Bonjour. Bien. Merci. Comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va bien. Tu te rappelles, Quentin, tes premiers pas ici au carillon? Ouais, là, ici, oui. C'est... déjà, j'étais impressionné par l'endroit, le fait de monter dans cette grande tour. Et le fait de jouer sur cet instrument avec toutes les personnes qui nous entendent, donc la moindre fausse note qui s'entend dans toute la ville. Ouais, ça met un peu la pression au début. Hein. Bon, après, on s'habitue, hein. Ça fait vraiment partie de l'instrument. Et le plus important, c'est essayer de voir vraiment comment le carillon est perçu. Et c'est de cette façon qu'on est proche des gens, en quelque sorte. C'est vrai qu'on ne les voit pas. On sait exactement comment ça sonne à leurs oreilles. C'est une façon, effectivement, de diminuer cette distance qui peut apparemment nous séparer. On y va? Ok. Le beffroi, on pourrait simplifier en disant qu'il a 3 fonctions. La première, c'est simplement une grande tour qui permet d'avoir une vue dégagée, donc une tour de guet. Enfin, la deuxième fonction que tu connais bien, c'est d'accueillir les cloches municipales qui vont rythmer la vie des habitants dès cette époque, et ce, jusqu'à aujourd'hui. La troisième, et on pourrait dire principale fonction d'un beffroi, c'est avant tout une fonction symbolique. C'est-à-dire que le beffroi, c'est l'occasion d'affirmer ses libertés et de les montrer à la face du monde. À l'origine, il est vraiment conçu, on va dire, comme un bâtiment symbolique, mais pour les gens vont se l'approprier dans la vie pratique. Alors, pour plusieurs raisons. Ça va être un point de repère tout simplement géographique. Ces grandes tours qui rythment la ville, ça permet de se repérer dans une ville où il n'y a ni nom de rue, ni indication dans celle-ci. Et surtout, les cloches, elles vont acquérir un rôle très important, parce que c'est elles qui vont rythmer la vie des habitants.
différentes cloches ont été quelquefois offertes par des institutions douaisiennes. Le carillon actuel est composé de 62 cloches. Et on a par exemple une cloche qui a été offerte par les écoles de Douai, d'autres, certaines associations. Et on a par exemple cette cloche qui a été offerte par l'usine Renault, un petit peu en symbole de leur implantation ici, dans le Douaisis. Donc elle a été offerte en 1974, date où il y a eu ici à Douai un congrès mondial de carillons avec des carillonneurs qui sont venus des 4 coins du monde. Voilà pour le beffroi donc de Douai, vous l'avez vu, le plus haut carillon d'Europe. On reste dans les records de ces géants avec la tour Perret qui est juste derrière moi à Amiens. La tour Perret a longtemps été la plus haute tour d'Europe avant la construction de la tour Montparnasse à Paris dans les années 60. Et cette tour Perret justement, vous le voyez le dernier étage, eh bien on va y monter dans un instant pour vous présenter le plus haut appartement habitable des Hauts-de-France. En attendant, on reste dans le béton armé de cette tour Perret pour parler du beffroi d'Arras qui lui-même à l'époque a été construit en béton armé. On se retrouve dans un instant tout en haut. À tout de suite. Le beffroi, c'est le symbole de la ville libre, de la ville autonome. C'est vraiment un symbole puissant, très important pour la ville d'Arras. Et au pied du beffroi, eh bien, vous avez l'hôtel de ville, anciennement cette halle échevinale. C'est un superbe hôtel de ville de style gothique flamboyant qui s'élève aujourd'hui sur la petite place d'Arras. Dès le 21 octobre 1914, le beffroi s'effondre sous le coup du 69e obus. Et c'est Pierre Paquet, inspecteur en chef des monuments historiques, qui va avoir la charge de rebâtir les monuments historiques de l'ensemble de la ville d'Arras. C'est une reconstruction qui va allier tradition et modernité en utilisant un matériau tout nouveau, le béton armé. Et la couronne qui vient coiffer le beffroi, c'est de la dentelle de béton armé. Et sur cette couronne se dresse le lion d'Arras, se dresse fièrement ce lion d'Arras. On estime que 80% de la ville a été détruite pendant la Grande Guerre. Vous pouvez voir ici les ruines de l'hôtel de ville et du beffroi. D'ailleurs, on ne voit plus le beffroi. On va faire le choix de reconstruire l'hôtel de ville et le beffroi à l'identique pour l'enveloppe extérieure. Par contre, à l'intérieur, on va penser autrement cet hôtel de ville. On est ici dans un bâtiment qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'art déco. On a fait appel aux plus grands artisans d'art qui sont venus travailler pour cet hôtel de ville. Il suffit de regarder les moindres détails, que ce soit les poignées de porte ou encore les sculptures, qu'elles soient de pierre ou de bois. On voit là l'excellence du savoir-faire français qui s'exprime dans cet hôtel de ville. Arras était une ville qui était connue pour son marché, pour le commerce, comme toutes les villes du Nord qui sont nées au Moyen-Âge. En fait, c'est souvent le marché qui va être le lieu de naissance de la ville, autour duquel va se développer le reste des bâtisses et des tracés des rues. Et donc c'est la place du marché qui est le cœur de la ville, le centre nerveux, là où tout se passe, où les marchands se rencontrent, où ils échangent à la fois des produits et évidemment, comme sur tous les marchés, comme aujourd'hui, des informations qui permettent l'organisation de la ville. Le
le beffroi d'Arras est particulier par son architecture, notamment gothique flamboyante, donc très riche en ornementation. Il porte une couronne impériale, ce qui est assez particulier, qui montre les liens avec l'empereur. Par ailleurs, il surplombe 2 immenses places qui font vraiment la particularité d'Arras. Et son style gothique flamboyant répond aux 155 façades baroques flamandes qui composent la place des Héros et la Grand Place un peu plus loin. Voilà pour le beffroi d'Arras. Bienvenue maintenant au 24e étage de la Tour Perret. Je vous l'ai promis tout à l'heure, on est tout en haut, dans le dernier espace habité et donc l'appartement habitable le plus haut des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ici, vous avez 55 mètres carrés, 60 mètres carrés habitables avec Roland, notre hôte. Bonjour Roland. Bonjour Thibaut, enchanté. Quelle vue incroyable. Bienvenue à 100 mètres de hauteur. Quelle vue incroyable. Une vue à plusieurs dizaines de kilomètres. Comme avec du grand vent, il fait beau, mais il y a beaucoup d'air. Quelquefois ça bouge un peu. On s'en rend compte avec les verres qui vibrent, l'eau des toilettes. Et j'ai aussi, si tu peux aller là-bas, j'ai un soyeux. Alors ça, c'est un petit accessoire. Ouais. C'est en Belgique, quand on veut que les derniers clients du bar s'en aillent, la patronne du bar met ceci. D'accord. Et quand, voilà. Alors ce fameux soyeux, c'est lui qui nous dit que ça bouge. Ah oui, voilà. Avec le vent, ça permet de oui. bouger. Regardez. Donc vous avez sûrement d'ici la plus belle vue d'abord des Hauts-de-France, ça c'est sûr. Est-ce qu'on voit la mer d'ici? Non, on peut voir jusqu'à Abbeville, c'est-à-dire 45 km. D'accord, mais c'est tout, ça s'arrête là. Quand on rentre du travail, c'est notre îlot et là on décompresse bien. Alors, avec salon, la cuisine derrière, voilà, et là, votre petite chambre, c'est quand même, quel que soit l'endroit, vous avez une vue géniale, même dans la salle de bain. Merci beaucoup, Roland. On va vous présenter un autre endroit, le beffroi de Lille, vous le connaissez? Tout à fait, Exactement, vous savez comment on l'appelle, son surnom? Non. Le gratte-ciel de Flandre. Regardez, c'est notre dernier reportage consacré au beffroi. Rendez-vous au beffroi, sous le ciel lillois, je crois qu'il se voit. Ce n'est pas compliqué, tu veux le trouver, tu lèves le nez. Les petits bistrots qui l'entourent sont très chouettes. Dans chacun de plane un air de musette. Rendez-vous au beffroi, les gens qui t'y voient ne te connaissent pas. C'est pour les amoureux qui veulent être deux, un coin merveilleux. Pourquoi vouloir en ville chercher un autre endroit? Un rendez-vous à Lille, c'est au beffroi. Il y a combien de marches alors dans ce beffroi? Alors en tout, il y a un peu plus de 420 marches. Il y a 109 marches obligatoires à monter pour arriver jusqu'au niveau de l'accueil. Ensuite, un peu plus, donc 320 marches jusqu'à la terrasse. Et il y a des gens qui demandent pour grimper le beffroi à pied? Oui, ça arrive. On a à peu près la moitié des visiteurs qui font la totalité à pied. Et là, on voit bien, quand on est dans l'ascenseur, on voit bien la structure en béton du beffroi. D'habitude, les beffrois ne sont pas construits avec une structure de béton. Non, c'est vrai que c'est un beffroi moderne. Enfin, celui-ci date des années 1930. Donc, par rapport au beffroi du Moyen-Âge, les autres beffrois, on va dire. Donc, c'est vrai que celui-ci a une structure béton moderne. C'était vraiment très innovant pour l'époque, il me semble. Très innovant. C'était le premier bâtiment à dépasser 100 mètres en béton armé en France à l'époque. Ouais. Il avait un surnom, on l'appelait le gratte-ciel à l'époque. Le gratte-ciel en Flandre, oui. Le gratte-ciel en Flandre. Mais c'est aussi un mélange subtil au niveau stylistique parce qu'on retrouve les éléments de l'époque art déco, le côté régionaliste plutôt à l'extérieur et ce côté industriel qui montre que Lille est une capitale qui commence à être économiquement très forte. Oui, c'est vrai que c'est un savant mélange de modernité, mais à la fois la tradition de la brique rouge et de la tradition flamande en fait. Alors quand on voit la ville d'en haut, on voit l'urbanisme et c'est étonnant parce qu'il y a des bâtiments d'architecture très différentes et on se rend compte que le beffroi est construit dans un quartier spécifique, qu'il n'a pas été construit là par hasard. Non, mais il a été construit dans le quartier Saint-Sauveur, en fait, qui était l'ancien quartier ouvrier de la ville de Lille. C'est en fait le beffroi des ouvriers, voulu par les socialistes. Et ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est qu'on voit juste en face le beffroi de la chambre de commerce. Et on dit à Lille qu'il y a le beffroi des ouvriers, le beffroi des patrons qui se font face à face dans l'urbanisme. Oui, c'est vrai qu'il y a ce jeu de concurrence, entre guillemets, entre les différents points culminants de la ville. On a ce beffroi-ci, le beffroi de la chambre de commerce, le clocher de la cathédrale, maintenant le beffroi de l'hôtel de région également. Oui, qu'on appelle... voilà, le troisième beffroi de Lille. C'est toute une discussion et un débat à Lille, le beffroi de l'hôtel de région. C'est effectivement le nouveau beffroi qui porte lui-même le logo de la région. Tout à fait.
Allez, voilà pour ce géant beffroi de l'île le plus grand d'Europe. Nous, on se quitte en haut de la Tour Perret. On est à 110 mètres d'altitude, l'équivalent du 2e étage de la Tour Eiffel. Autant vous dire que quand on a le vertige, c'est pas forcément évident. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur cette magnifique image. N'hésitez pas à aller sur Internet pour voir et revoir cette émission consacrée aux géants des Hauts-de-France. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour les meilleurs moments de Pourquoi chercher plus loin.